L'idée, c'est que les services secrets, en France comme dans tous les pays du monde, c'est une arme au service du politique. C'est-à-dire que les forces armées aussi. Mais les services secrets, c'est une forme de quintessence de la guerre, en tout cas un espace, un champ assez particulier, où l'agent des services français, puisque c'est notre sujet, va agir en dehors des lois françaises, souvent, et toujours en dehors des lois internationales ou des lois du pays dans lequel il opère, puisqu'il est clandestin, il ne s'annonce pas, il va ouvrir des coffres-forts, corrompre un dirigeant, jeter une créature dans les bras d'un père de famille honnête, faire toutes les turpitudes qu'on peut imaginer et qui sont évidemment contraires à la loi. Ça implique que la relation entre le donneur d'ordre politique et l'exécutant des services de renseignement soit extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entourloupe, que si on ne respecte pas la loi, on soit quand même dans une action conforme à son esprit. Et tout ça implique en permanence des malentendus, des quiproquos, des coups fourrés, des désobéissances, des prises d'initiative incongrues de la part des services et de la part du politique, une méfiance constante, une attention insuffisante aux découvertes des services et pour finir vraiment des malentendus extrêmement courants, extrêmement fréquents. Et on peut observer que dans la longue période qui nous intéresse, donc depuis le début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas eu de président de la République ou de président du Conseil qui n'a pas eu de problème avec les services de renseignement. C'est-à-dire qu'ils en ont tous eu, et avec les services de renseignement en général et les services secrets en particulier, c'est-à-dire ceux qui sont clandestins, qui s'appellent aujourd'hui la DGSE et qui se sont appelés avant le SDEC ou ces autres appellations plus anciennes. La grande différence entre les services, on pourrait dire, pour schématiser, les services français et britanniques dans un petit ensemble bicéphale et les autres, américains, allemands, les grands services occidentaux, espagnol, italien, c'est que vraiment il n'y a pas la relation entre les services et le pouvoir est exclusivement entre les services et la tête de l'exécutif. C'est-à-dire en Royaume-Uni, les services dépendent exclusivement du Premier ministre qui détient le pouvoir et il n'y a pratiquement pas de relation avec le Parlement. En France, dans l'état actuel des choses, c'est pareil. Pas de relation avec le Parlement, alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, il y a des relations avec le Parlement, qui ne sont pas des relations de complicité très grande, mais il y a quand même un certain nombre de parlementaires, notamment les chefs de commission chargés de ces questions, plus leurs homologues de l'opposition, qui sont tenus au courant d'opérations, y compris assez scabreuses, parce que c'est comme cette conception-là qu'ils ont de la démocratie. Alors là, en France, la nouveauté depuis les nouvelles élections législatives, avec la nouvelle majorité, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur un contrôle plus actif des services de renseignement, des services secrets et de renseignement par les parlementaires, mais pour l'instant, c'est une phase d'étude, on n'en est pas arrivé au bout, quoi. Pour les services secrets, ce sont évidemment des services de nature nationale, c'est-à-dire ils agissent vraiment dans des structures qui sont nationales. Il n'y a par exemple pas pour la DGSE, ou très peu, un peu moins, d'entités régionales qui... Voilà. Mais par exemple, je suppose que dans les grands hôtels de Bordeaux, s'il y a des hommes d'affaires qui passent ou qu'on vient signer des gros contrats énormes avec un intérêt stratégique, il y aura des spécialistes des services secrets qui viendront visiter les valises, écouter les ordinateurs et des choses comme ça.
L'affaire dont on parle dans le livre qui se déroule, qui concerne spécifiquement des Bordelais, c'est l'affaire Claustre. Donc Claustre est une universitaire, une ethnologue originaire du sud-ouest de la France, donc pas très loin d'ici, et qui se trouve au Tchad avec son mari dans les années 70 pour faire des études ethnologiques sur la... Voilà. Et elle est enlevée par un chef de rébellion qui s'appelle Hissène Habré, qui a une forte connaissance de l'administration française, qui connaît très très bien, et qui va enlever Madame Claustre pour obtenir satisfaction de ses revendications politiques et financières. Et donc ça va être une histoire qui va durer extrêmement longtemps, qui va pourrir la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, et qui va se solder. Il y a des épisodes assez étonnants. Par exemple, l'émissaire que les Français vont envoyer pour négocier avec Hissène Habré, c'est Stéphane Hessel, qu'on connaît aujourd'hui fort bien. Et la manière dont les choses vont se dérouler, c'est que le mari de Françoise Claustre, qui s'appelle Pierre Claustre, va proposer ou va se voir demander par Hissène Habré de lui livrer des armes. Et donc va se monter une espèce de fiction selon laquelle Monsieur Claustre, est l'unique acheteur d'armes et livreur d'armes et tout ça, et en réalité pas du tout. Il va passer par deux personnes qu'on appelle les vendeurs d'armes bordelais, l'un s'appelle Olagaraï et l'autre s'appelle Chevrier, et qui vont soi-disant remettre des armes achetées par Claustre à Hissène Habré, et qui en réalité vont monter une espèce d'usine à gaz invraisemblable consistant à aller chercher des armes au Kenya qui viennent de la rébellion, de l'ancienne rébellion biafraise, soi-disant, et à les livrer soi-disant à Hissène Habré. En fait, ils vont livrer des petits bouts, et les deux sont des agents du SDEC. Alors, on les a cherchés, s'ils m'entendent, ils sont les bienvenus. Par l'éditeur, c'est très facile de me joindre, j'aimerais beaucoup en rencontrer au moins l'un des deux, sinon les deux. Mais donc ça s'est passé à Bordeaux, ça. Cet aspect des choses, là, ce petit trafic, cette affaire dans l'affaire s'est passée à Bordeaux et n'a pas soldé le problème, parce qu'il y a eu encore des carabistouilles, vous savez, dans ces histoires-là. Après est venue l'affaire de l'enlèvement de la photographe Marie-Laure Decker. C'est une affaire sordide qui est passée aussi par l'assassinat glaçant d'un autre émissaire français qui s'appelait le commandant Galopin. Donc voilà, dans l'ouvrage, il y a au moins cet épisode qui concerne Bordeaux.